Anna Alicis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes députée de la France insoumise du Nord. Alors vous êtes née politiquement dans la pouponnière de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez eu un grand-père communiste et syndicaliste, un père qui a milité 25 ans au Parti communiste. Vous faites un petit tour au PS en 2007, mais vous revenez à vos fondamentaux dans le giron du Parti de gauche. Alors samedi à Paris, à l'initiative de François Ruffin, 40 000 manifestants ont répondu présents à la fête à Macron, un rassemblement plutôt calme malgré l'interpellation de jeunes qui s'en sont pris à un camion régie de Radio France. Et à cette occasion, qu'on l'a vu poindre aussi des tensions, vous allez nous le dire, entre le député de la France insoumise et d'autres personnalités du parti, et notamment avec Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Luc Mélenchon qui lui a des ambitions internationales, votre leader est aujourd'hui en Russie, puis fera une tournée à l'étranger, mais d'abord aller en Russie pour y faire quoi et y rencontrer qui? Eh ben, il est en fait en Russie pour aller rencontrer Udaltsov, j'essaie de bien prononcer son nom, qui est le leader de l'équivalent du Front de gauche en Russie. Il y va aussi pour plusieurs raisons, Jean-Luc Mélenchon, pour rappeler que nous voulons qu'il y ait une sincère amitié et de la paix avec le peuple russe, et nous voulons le redire par le biais de ce voyage. Pourquoi la paix? Vous dites pourquoi il y a la guerre avec la Russie? Attendez, il y a quand même des va-t-en-guerre au niveau à la fois de l'Union européenne, du Parlement européen et de la Commission européenne, où on a l'impression qu'on retrouve une rhétorique un peu guerrière de tension avec la Russie depuis déjà maintenant au moins 3 ans. Ce qui est un peu symptomatique, parce que tout ça peut très vite s'enchaîner et mal tourner. Il y a encore des sanctions financières qui sont appliquées auprès de la Russie. C'est d'ailleurs pour ça que Jean-Luc Mélenchon rencontrera les investisseurs français en Russie. Tout ça sont des sujets très sérieux, et moi je ne suis pas pour une escalade, une montée des tensions avec la Russie, parce que si on veut la paix, alors il faut la faire. Il rencontre donc le leader du Front de gauche en Russie. Je crois d'ailleurs que ça s'appelle en effet rigoureusement comme ça, Front de gauche, si on traduit. Oui. Mais quelle est la fonction de ce parti en Russie? Parce que la situation politique n'est pas la même en Russie et chez nous. C'est un parti d'opposition, ça ne vous aura pas échappé. Oui, mais Front de gauche. Parce que en réalité, c'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon va en Russie que nous voulons la paix avec la Russie, etc., que nous reconnaissons Vladimir Poutine comme légitimement élu, comme Emmanuel Macron, que pour autant, nous ne soutenons pas plutôt les partis d'opposition que Vladimir Poutine. Parce que vous savez, pendant la campagne présidentielle, on a eu l'impression qu'on était les premiers soutiens de Vladimir Poutine en France pendant l'élection présidentielle, simplement parce qu'on disait qu'il fallait avoir une attitude responsable à l'égard de la Russie. Donc voilà une manière aussi de mettre les choses au clair et de le faire de manière... comment je vais dire ça, organisé. Vous dites que vous reconnaissez Vladimir Poutine comme le président de la Russie, élu comme Emmanuel Macron. Vous êtes sûr que le parallèle est absolument pertinent? Dans un cas, je pense qu'a priori, personne ne pourrait dire que Emmanuel Macron n'est pas un démocrate. Or, certains disent que Vladimir Poutine n'est pas tout à fait un démocrate. Moi, je pense que la démocratie va mal dans toute l'Europe. Oui. Et que les systèmes démocratiques vont mal. Pas forcément dans la même proportion. C'est un démocrate? Non, mais pas dans la même proportion. Ouais. Oui, je pense que c'est un monarque présidentiel. Vous voyez, je pense que c'est ça qui le caractérise le mieux. C'est qu'aujourd'hui, la démocratie, finalement, on s'en accommode, mais que l'essentiel, c'est... certains diront une autorité renouvelée. Moi, je trouve qu'on rentre dans un autoritarisme qui est un peu celle de problématique. Poutine, qui se fait élire pour la énième fois. Ah, mais c'est un problème, c'est pour ça qu'on soutient l'opposition sur place. Oui, alors justement... Oui, on essaye d'être cohérent. J'entends bien, mais sur le chemin de Vladimir Poutine est tout de même jonché de cadavres, que ce soit des opposants ou des journalistes, ça ne vous dérange pas? Ben si, ça me dérange. C'est bien pour ça que je vous dis que nous soutenons l'opposition à Vladimir Poutine. Donc néanmoins, vous n'allez pas rencontrer ni les officiels, ni Poutine? Non, il n'y aura aucune rencontre. Donc là-bas, le message... c'est Marine Le Pen, vous savez, qui rencontre Vladimir Poutine et les officiels. C'est pas nous. Donc c'est pas notre culture politique, ni nos amis politiques. Mais il faut être bien clair. C'est-à-dire que demain, nous sommes à la tête du pays, nous sommes à la tête de la France. C'est pas parce que nous soutenons là l'opposition à Vladimir Poutine que nous n'aurons pas une discussion de pays à pays avec la Russie qui vise à œuvrer pour la paix et non pas augmenter les tensions. Voilà, je pense que les gens sont capables de comprendre qu'il y a une distinction à faire entre quelles sont nos convictions politiques et un rapport d'État à État qui est somme toute assez différent. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a très bien compris lui-même, puisque la première rencontre qu'il a organisée en France, c'est avec Vladimir Poutine à Versailles.
Est-ce que, parce qu'on sait que à la France insoumise, et particulièrement Jean-Luc Mélenchon est anti-atlantiste, il n'aime pas les Américains. Est-ce que dans le fond, vous faites... c'est pas qu'on n'aime pas les Américains. Ouais. Je vais peut-être être un tout petit peu plus précis. Quand on dit qu'on n'est pas atlantiste, c'est d'une la politique américaine plutôt que les Américains, parce que je pense que Bernie Sanders, par exemple, on l'aime bien et il est américain, il n'y a pas de souci avec lui, et surtout l'OTAN. C'est la politique de l'OTAN. Ok. Cependant, est-ce que vous ne faites pas un peu de manichéisme, c'est-à-dire que vous faites de Moscou la capitale du bien et de Washington la capitale du mal? Non, mais c'est pas ça. C'est juste l'OTAN fonctionne de manière manichéenne. Ça c'est clair. C'est que soit c'est rouge, soit c'est blanc. Ça c'est le fonctionnement de l'OTAN. Et que du coup il y a des contrepoints à l'OTAN et la Russie est un des contrepoints, mais pas le seul. D'ailleurs notre politique, nous internationale, notamment en matière de défense, n'est pas de s'aligner sur la Russie. Ce n'est pas du tout ça. Nous sommes pour un nouvel indépendantisme français, pour rappeler que la France doit avoir une parole indépendante. Elle doit pouvoir discuter avec la Russie, mais elle doit aussi pouvoir discuter avec les États-Unis, sans être pour autant dans les valises, les bagages accompagnés de cette organisation qui est impérialiste et qui continue d'être une organisation va-t-en-guerre qui ne respecte pas le cadre de l'ONU, et ça, pour nous, c'est un problème. Alors, Roselyne le disait, après la Russie, donc, il y a une tournée internationale de Jean-Luc Mélenchon. Il a pour ambition de créer une espèce de club international. Vous allez nous préciser de quoi il peut s'agir. C'est quoi? C'est une espèce de tentative, plus précisément parce qu'on parlait de l'OTAN, de reconstruire le mouvement des non-alignés? Vous savez, dans les fondements de notre mouvement, de notre histoire politique, il y a l'internationalisme. Et c'est pas juste l'internationalisme, c'est pas juste un truc qu'on dit comme ça, on est internationaliste, ça doit se mettre en pratique aussi. C'est pour ça qu'on a effectivement des discussions à travers le monde avec des tas de forces politiques, évidemment en Europe, parce que la proximité fait que c'est là aussi que ça se passe, mais dans le monde entier. Et oui, on essaye de revoir pour faire un internationalisme qui soit éco-socialiste et qui soit sur une base idéologique, qui soit renouvelé, qui soit porteuse d'espoir dans le monde entier. Je pense qu'on a notre partie à jouer sur ce thème. La France reste une grande puissance mondiale, enfin je le crois, je le pense sincèrement, et que faire 20%, quasiment 20% en élection présidentielle dans une grande puissance mondiale, eh ben, ça vous donne un peu de responsabilité en matière d'organisation de la bataille politique à l'échelle internationale. Mais le but, pour reprendre la question de Frédéric, le but de ce club mondial, quel est l'objectif? C'est quoi, de faire une révolution mondiale? La révolution citoyenne. C'est la révolution citoyenne. Je veux dire, ce qu'on pense, et c'est pour ça qu'on a une portée universaliste, c'était le fondement finalement des constituants de 1789, cette volonté de dire liberté, égalité, fraternité. Voilà, on le met, c'est un peu libre de droit. Ça s'est fait dans la violence tout de même. Non mais bien sûr, mais vous savez, ça peut aussi se faire de manière tout à fait tranquille, comme notre manifestation l'a faite à Macron le 5 mai dernier, où c'était pas juste calme. Moi, j'ai pas trouvé ça calme. Moi, je trouvais ça très joyeux, festif, animé. C'était pas le calme. Quelques pancartes, on va en reparler. Non mais vous disiez calme, j'imagine calme au sens où il n'y a pas eu de débordement avec les forces de l'ordre, etc. Sauf que quelques énergumènes qu'on a très vite renvoyés dans leur corde et qui se sont pris à un camion de Radio France qui n'est pas du tout malin. Encore une fois, si vous voulez faire parler d'eux, je pense que c'est réussi. Mais ça, c'est pas notre ligne politique. Ouais. Alors Mélenchon est toujours pour l'alliance bolivarienne. C'est vrai qu'on l'a beaucoup interrogé sur le Venezuela. Quand on voit aujourd'hui... La dernière ligne droite de la campagne présidentielle. On va pas radoter. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on voit le résultat. On parle même plus de crise économique. Au Venezuela, c'est une crise humanitaire. Mais attendez, il faut bien revenir sur ce que c'est que l'Alliance bolivarienne. C'est un organisme de coopération des territoires sur place. Pourquoi on avait proposé ça? Parce qu'il y a quand même la Guyane, c'est dans le secteur, quoi. Donc, c'est pas parce que, vu de Paris, tout ça est très très loin et qu'on s'en fiche qu'il ne faut pas songer à comment, localement, on coopère avec les pays qui sont aux alentours. C'était une proposition de bon sens. Et vous savez, l'Alliance bolivarienne, ça ne veut pas dire s'aligner sur le Venezuela ou je ne sais pas quoi. Il y a des pays qui ne sont pas du tout de la couleur politique du Venezuela. Vaut peut-être mieux pas s'aligner sur le Venezuela aujourd'hui. En plus, mais non, mais ce n'est pas notre modèle. Donc moi, je n'ai pas de difficulté avec ça. Chavez a été le modèle de Mélenchon. Non, mais ça n'a jamais été un modèle. Juste, on regarde ce qui se passe sur place. Et on voit qu'effectivement, il y a des expériences qui étaient intéressantes sous Chavez, notamment sur la résorption des inégalités. Est-ce qu'on peut au moins être content quand il y a la résorption des inégalités dans un pays? Moi, je pense que oui, parce que c'est un objectif politique qu'on doit poursuivre. Peut-être ça dépend à quel prix ça se fait. Non, mais bien sûr. Aujourd'hui, selon vous, qui est responsable de cette crise terrible que traverse le Venezuela? Moi, j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs facteurs.
mais le facteur économique et celui de la question Le choix. Comment De choix de politique, de privatiser tout. De nationaliser, pardon. Je ne pense pas que ce soit la nationalisation en tant que telle qui soit un problème. Mais c'est clair que d'avoir nationalisé la production, ça, hein. non, mais d'avoir nationalisé la production de pétrole, le premier effet que ça a eu, c'est un effet redistributif dans le pays, de résorption des inégalités. Non, mais je veux le dire parce que c'est important, sinon on ne comprend pas ce qui se passe. Ça, c'est important et ça, c'est utile. Le problème, c'est que le monde dans lequel on se trouve évolue et que le pétrole n'est pas une ressource d'avenir. Et que le nationaliser et faire en sorte que ce soit quand même la masse de l'apport financier pour le pays, dès que le pétrole s'écroule ou qu'il y a un problème économique sur le prix du pétrole, vous mettez en difficulté votre pays tout entier. Voilà le problème principal et central qu'a eu le Venezuela. Il n'a pas diversifié. Il a mis tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Je crains que oui. Et c'est clair que c'est pas le choix qu'a fait, par exemple, l'Équateur, qui a diversifié ses revenus de l'État, qui n'a pas tout misé sur la production de pétrole. Et ils ont bien fait parce qu'ils ne sont pas dans la même crise politico-économique dans laquelle se trouve le Venezuela. Alors on va revenir à la France. Donc samedi dernier, à l'appel de François Ruffin, donc 40 000 personnes, je le disais, étaient dans les rues de Paris pour... Ça, c'est les chiffres de la police. Vous dites... On a annoncé 160 000. Mais bon, ça, c'est la bataille classique. Donc, comme personne ne compte, de toute manière, voilà, chacun y trouvera ce qu'il veut. Beaucoup se sont émus de caricatures de Macron avec les doigts et un nez crochu et une pancarte qui a même enflammé Twitter. Macron appelé Mac Aaron pour signifier une connotation juive. Est-ce que ça vous choque pas, quand même ? Je sais pas, j'ai pas vu cette pancarte. Et la photo, Mac Aaron, escroc, sioniste et barré sioniste. Ah ouais. Ah oui. Bon. Vous l'avez pas vu sur les réseaux sociaux? Non, j'ai pas. Si vous voulez, je passe pas ma vie sur les réseaux sociaux. J'y suis pas mal, mais je passe pas ma vie dessus. Et après, c'est le propre d'une manifestation où chacun vient avec son pancarte, son mot d'ordre. Vous avez vu que c'est pas une pancarte avec un fil, etc. Qu'on a distribué ou une organisation politique ou Fakir ou je sais pas quel parti. Donc voilà. Après, je pense que. Il ne faut pas non plus qu'on tombe dans la difficulté qu'on a dans le pays aujourd'hui à questionner la politique du gouvernement israélien, parce que c'est un problème. Je pense que vous suivez ça de très près avec ce qui se passe vis-à-vis de l'Iran, la position des États-Unis, où on peut quand même se dire qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien pose un problème dans la région par une politique belliciste. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'il faut faire un amalgame ? Ça n'a pas grand-chose à voir avec Emmanuel Macron. Non, mais... Emmanuel Macron, j'ai pas l'impression qu'il s'oppose à quoi que ce soit dans l'histoire. Plutôt, il se range du côté de Donald Trump en refusant de dire qu'il faut appliquer le protocole sur l'accord qui avait été iranien, négocié. pas vraiment, non ? En tout cas. Il se range du côté de Donald Trump. Non, puisque Macron. Donald Trump ne veut pas d'accord avec de l'accord sur le nucléaire. Donc il se range pas à ses côtés. Je sais pas, c'est pas clair. Vous trouvez que c'est clair, vous, la position d'Emmanuel Macron ? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est suiviste. Non, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est l'accord, suiviste. il a été signé bien avant, mais il se bat pas pour Emmanuel Macron. Oui, mais il se bat pas pour le faire respecter aujourd'hui. Pas dimanche dernier, mais il y a quelques jours à Washington, il y a eu une forme de compromis. Apparemment, Emmanuel Macron a dit on va essayer de trouver un autre accord sans pour autant se débarrasser du premier. Et on saura ce soir mais sauf que si Donald Trump jette aux orties mais c'est une manœuvre un peu étrange de dire sans ça remettre n'était en pas cause ce qu'il voulait initialement, sais, Emmanuel Macron, en effet. Vous voyez bien que ce n'est pas clair. À un moment donné, soit on est pour l'accord initial et pour le faire appliquer, et éventuellement on rediscute d'autres choses, mais les choses sont antagonistes. Cela dit, on s'est un peu éloigné même du sujet d'origine, qui était cette pancarte Mac à Aaron, dont on entend bien phonétiquement l'allusion à des éventuelles origines juives, et ça renvoie, vous le savez bien, à d'autres images qui avaient déjà été publiées pendant la campagne, qui avaient été reprises par Gérard Filoche, qui ferait comme ça une espèce d'allusion à une collusion avec la finance juive. Enfin, vous voyez bien de quoi il s'agit. J'entends bien, ce n'est pas ni ce que je pense politiquement, ni ce que je défends politiquement, et je trouve vraiment que c'est pas malin comme pancarte. Voilà, je vous le dis, c'est pas une pancarte visiblement de la France Insoumise, j'ai pas de difficulté avec ça. Mais attention à ne pas nourrir quand même, comme l'a fait Gérard Collomb sur France Inter un matin, la veille de la marche en hommage à Mireille Knoll, où il a quand même laissé sous-entendre que nous aurions des antisémites dans nos rangs et que nous-mêmes, nous ne serions pas clairs sur le sujet de l'antisémitisme. Oui, nous condamnons l'antisémitisme toujours, tout le temps, en tout lieu, en tout temps, et le racisme et toutes les discriminations que vous voulez, parce qu'on est le parti de l'humanité, liberté, égalité, fraternité, et qu'on ne sortira pas de ça. Et donc,
ne faisons pas d'amalgame et ne laissons pas de place au doute sur ces sujets-là. C'est vraiment extrêmement important, notamment pour la cohésion du pays. Parce qu'après, sinon, vous avez des neuneux comme la Ligue de défense juive, là, une organisation groupusculaire d'extrême droite, qui se permet de nous attaquer dans la manifestation. Mais vous réclamez en même temps le droit d'être critique à l'égard d'Israël, oui, le droit d'être éventuellement antisioniste. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que chez un certain nombre de personnes, c'est aussi parfois la fausse barbe d'un antisémitisme ? Mais peut-être, sans doute. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire une généralité. Vous ne pouvez pas dire tous les gens qui sont critiques du gouvernement israélien, du coup, font des amalgames. Parce que sinon, on ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus critiquer. Et ça pose un vrai problème dans le pays. Mais par contre, il faut effectivement combattre l'antisémitisme sous toutes ses formes, très clairement. Mais pas faire d'amalgame. Parce que faire un amalgame, c'est justement manquer à ce combat qui est extrêmement déterminant et important. Mais est-ce que tout de même, sur un sujet, on a vu la semaine dernière pour les manifestations du 1er mai, Mélenchon a dû s'expliquer pourquoi, lorsqu'il y a eu l'attaque des Black Blocs dans les rues de Paris, Jean-Luc Mélenchon a tout de suite, avec un tweet, sans réfléchir vraiment, désigné comme l'extrême droite, comme les responsables C'est très intéressant tout ce qu'on se raconte là sur l'extrême droite, le 1er mai, les Black Blocs, la pancarte dans la manifestation, mais quand même, s'attarder sur une pancarte alors que vous avez des milliers de personnes qui étaient là dans la rue de manière festive, joyeuse, pour avoir avec des revendications concrètes. Non, mais attendez, on leur reproche. Dès qu'il y a un idiot qui a des propos racistes, tout le monde... Oui, avec un autocollant Front National. Pas forcément, non. Bon, écoutez, parce qu'il faut avoir l'autocollant pour... Peu importe. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes en train de réduire un événement qui était majeur dans le pays, avec des syndicalistes, des associatifs, des personnes qui venaient avec leur lutte, à juste une pancarte. Attendez, mais je vous le dis parce que c'est assez énervant. On ne va pas être là pendant 3 heures, donc on ne va pas disserter sur les black box, etc. Et moi, j'aimerais pouvoir dire que cet événement, c'était un bel événement de coagulation des luttes, pour reprendre les mots du président de la République. D'accord. Alors, on va en parler. Il y a une autre date qui sort de ça, celle du 26 mai, et qu'en plus les choses avancent et que potentiellement, je l'espère, la CGT a mis en discussion cette date en interne au niveau confédéral et c'est un bon signe pour moi parce que l'objectif, c'est pas que ce soit un truc de la France insoumise, j'espère que tout le monde l'aura bien compris. L'objectif, c'est qu'il y a un maximum de gens calmes, pacifiques, joyeux, festifs, dans la rue pour mettre en échec la politique. Alors une fois de plus, quelle est votre démarche ? Est-ce que vous pensez que la rue a un pouvoir de renverser un pouvoir légitimement élu? C'est quoi l'objectif ? Faire reculer une réforme, ça s'est déjà vu dans l'histoire. Vous savez, vous vous souvenez peut-être le CPE, moi j'étais au lycée, c'était des belles manifestations. La réforme, la loi a été abrogée. Très bien. Voilà, la démocratie, on ne peut pas réduire la démocratie à juste l'élection présidentielle, un chèque en blanc, et allez-y, c'est bon pour 5 ans, on vous laisse les clés. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est aussi le droit de grève et le droit de manifester. Ou alors, il faut m'expliquer qu'on n'en veut plus dans une démocratie. Certains sont tentés à la droite, voire à la droite extrême, voire à l'extrême droite, de revenir sur ces droits fondamentaux, ces droits constitutionnels. Je pense que tout le monde défend quand même le droit de grève et le droit de manifester. Donc oui, c'est tout aussi légitime que la légitimité que le gouvernement a à vouloir faire voter et appliquer ces réformes. Le 26 mai, donc, des mouvements de gauche très nombreux devraient manifester ensemble, des syndicats aussi. Et puis le 27 mai, chacun repartira de son côté. Est-ce que l'union des gauches, aujourd'hui, reste un rêve inaccessible ? Regardez, le discours était le même avant le 5 mai. C'est-à-dire, vous allez manifester, puis le 5 mai, puis après, chacun va repartir de son côté. Ben non, regardez, il y a le 26 mai. Vous retrouvez le 26. Enfin, bon, mais vous avez l'impression que vous êtes en train de construire l'union des gauches ? Mais c'est pas l'union des gauches, l'objectif. Non, mais ce n'est pas l'objectif. En tout cas, c'est pas celui que nous poursuivons. Nous, l'objectif que nous poursuivons, c'est fédérer le peuple dans toutes ses composantes, afin qu'on soit les plus nombreux possibles, et notamment de toucher les gens. Parce que si vous mettez que les mêmes d'habitude de gauche pour faire une belle photo, et que vous n'avez pas les milliers et les milliers de personnes derrière vous, ou devant vous d'ailleurs, en l'occurrence, vaut mieux qu'ils soient devant nous,